Je sais pas si vous avez vu l'émission de la semaine dernière. Mesdames, messieurs, il fait rire la France chaque matin et pourtant, derrière ses lunettes, Philippe Cavert-Rivière cache une mémoire tenace. Une mémoire qui n'oublie ni les blessures d'enfance, ni les pics médiatiques, ni les silences lourds dans les coulisses des plateaux. À 54 ans, l'humoriste à la plume affûtée a décidé de briser le vernis. Oui, il y a des noms qu'il ne peut pas pardonner. Des visages, parfois familiers, parfois politiques, qui lui ont laissé un goût amer. L'homme de l'ironie, celui qui ose tout sur RTL ou France 2, semble porter une rancune intime. Pourquoi ces 5 figures? Que s'est-il vraiment passé dans l'ombre des projecteurs? Ce soir, chers téléspectateurs, nous levons le rideau sur les vérités non dites d'un humoriste qui, pour une fois, ne rira pas. Philippe Cavrivière naît le 8 février 1971 à Beauvais, dans l'Oise, au sein d'un foyer modeste. Fils d'un ouvrier spécialisé et d'une mère pâtissière d'origine italo-alsacienne, il grandit entre Montbéliard et Saint-Raphaël, dans un environnement loin des fastes du show business. Cette enfance, marquée par les petits moyens, mais aussi par une épreuve dévastatrice, la perte de sa sœur emportée par un cancer à l'âge de 7 ans, façonne en lui un mélange unique de mélancolie et d'ironie mordante. Un frère de 12 ans son aîné, un père discret, une mère affectueuse, le décor familial forge un caractère lucide, observateur et souvent à fleur de peau. Après un BTS en commerce international, rien ne semble le destiner à une carrière médiatique. Il passe par le Club Med en 1993, tente sa chance dans l'immobilier, puis ouvre une sandwicherie. Échec cuisant? Plutôt expérience de vie, dira-t-il plus tard, avec le recul de l'humour. Ce détour lui permet d'aiguiser son regard sur le monde réel, celui que peu de stars osent évoquer, les loyers impayés, les clients pressés, les lendemains incertains. Ce sont ces fragments du quotidien qu'il recycle plus tard avec finesse dans ses chroniques. La véritable bifurcation se produit lorsqu'il rejoint l'univers de l'écriture humoristique. Il devient auteur pour Nicolas Canteloupe, d'abord sur Rire et Chanson, puis sur Europe 1 et TF1 entre 2005 et 2020. Dans l'ombre des imitateurs, il apprend à ciseler des textes percutants, à frapper juste, sans jamais tomber dans la facilité. Cette école du môle hisse progressivement au rang des plumes les plus redoutées du paysage audiovisuel. Sa collaboration avec Michel Drucker dès 2009 sur France 2 constitue un tournant. À travers le respect du doyen du PAF, il trouve une légitimité tranquille. Mais c'est avec L'œil de Philippe Cavrivière, dès 2019 sur RTL, qu'il révèle toute l'étendue de son talent. Chaque matin, sa voix caustique, son ton mi-souriant, mi-accusateur, captive les auditeurs. Il manie le sarcasme comme d'autres manient le scalpel, avec précision et retenue. Il bouscule les puissances sans jamais crier, il provoque le rire tout en semant le doute. Sur France 2, dans On est en direct, puis dans Quelle époque, il devient un visage familier, une signature. L'émission du samedi soir lui offre un théâtre idéal pour ses diatribes contre l'hypocrisie ambiante. Ses cibles sont variées, politiques, artistes, journalistes. Il ne ménage personne, pas même ses collègues. Sa capacité à allier fond et forme, provocation et élégance, lui vaut autant d'admirateurs que de détracteurs. Derrière chaque blague, il y a un vécu, un regard blessé mais lucide sur les travers du monde médiatique. En 2023, il co-anime En bande organisée, sur France 2, puis Quelle année, avec Christophe de Chavannes. 2 programmes qui renforcent sa notoriété, mais mettent aussi en lumière ses différences de ton avec certains confrères. Son humour n'est pas consensuel, il pique, il gratte, parfois trop au goût de certains, mais c'est justement cette authenticité qui le distingue. En dehors des projecteurs, Philippe s'engage auprès de l'association Léo, dédiée aux enfants atteints de cancer. Un choix qui n'est pas anodin. La douleur de la perte de sa sœur reste une blessure ouverte. Son engagement n'est pas posture, mais résonance intime. Il parle rarement de ce deuil, mais il l'habite, comme un moteur discret, une fragilité qu'il transforme en force d'écriture. Aujourd'hui, à 54 ans, Philippe Cavrivière n'est pas seulement un humoriste. Il est un témoin acerbe de notre époque, un chroniqueur qui interroge les silences autant qu'il provoque les rires. Et dans cette trajectoire ascendante, certains visages ont marqué des arrêts brusques, des incompréhensions, voire des blessures qu'il n'a jamais oubliées. Tout commence par des regards. Ceux que l'on évite en coulisses. Ceux qui en disent long sur des tensions dissimulées derrière le vernis du professionnalisme. Philippe Cavert-Rivière, avec sa plume acérée et sa mine toujours un peu en retrait,
a longtemps encaissé en silence. Mais à mesure que sa notoriété grandit, les lignes se crispent. Il y a des noms qu'il ne cite pas souvent, des échanges qu'il esquive, des silences qui pèsent plus lourd qu'une blague ratée. Le premier accroc public survient après la fin d'On est en direct, l'émission animée par Laurent Ruquier. Caverivière, alors chroniqueur régulier, partage l'antenne avec d'autres figures emblématiques. Le ton est libre, mais toujours encadré par l'élégance du Ruquier. Lorsque ce dernier quitte brutalement le programme, c'est l'incompréhension. Philippe, invité à s'exprimer à ce sujet, laisse entendre une déception réelle. « J'ai appris sa décision sans vraie discussion. » Derrière la formule polie se cache une blessure plus intime. Il n'a pas compris. Ou plutôt, il n'a pas digéré. Ruquier représentait pour lui un repère, une confiance. Le départ soudain a laissé place à un vide, puis un soupçon, celui de ne pas avoir été jugé indispensable. Depuis, les deux hommes n'ont jamais recollé les morceaux. Vient ensuite le malaise plus feutré avec Thomas Soto. C'est ce journaliste qui l'avait repéré lors d'un gala associatif, l'encourageant à tenter sa chance à la radio. Mais entre le mentor bienveillant et l'humoriste en ascension, les rôles se sont inversés. Un jour, alors que Philippe s'absente d'une émission sans prévenir suffisamment à l'avance, Thomas le convoque pour s'expliquer. Le ton reste cordial, mais Caverivière en ressort piqué. « On m'a parlé comme à un élève. » Cette phrase, confiée à demi-mot en off à des collègues, résume un tournant. L'homme libre qu'il pensait être se retrouve ramené à une hiérarchie implicite. Il y voit une forme de mépris, ou pire, une manière de rappeler qui a le pouvoir. Christophe Deschavannes, quant à lui, incarne un autre type de tension, celle de la différence de style. Dans l'émission Quelle année, co-animée par les deux hommes, les échanges sont souvent vifs, parfois grinçants. Le public rit bien sûr, mais en coulisses, les ambiances sont variables. Philippe aime l'ironie douce, la critique subtile. Christophe préfère l'énergie frontale, la provocation pure. Un jour, alors que Philippe s'absente d'une émission sans prévenir suffisamment à l'avance, Thomas le convoque pour s'expliquer. Le ton reste cordial, mais Caverivière en ressort piqué. « On m'a parlé comme à un élève. » Cette phrase, confiée à demi-mot en off à des collègues, résume un tournant. L'homme libre qu'il pensait être se retrouve ramené à une hiérarchie implicite. Il y voit une forme de mépris, ou pire, une manière de rappeler qui a le pouvoir. Christophe Deschavannes, quant à lui, incarne un autre type de tension, celle de la différence de style. Dans l'émission Quelle année, co-animée par les deux hommes, les échanges sont souvent vifs, parfois grinçants. Le public rit bien sûr, mais en coulisses, les ambiances sont variables. Philippe aime l'ironie douce, la critique subtile. Christophe préfère l'énergie frontale, la provocation pure. Un jour, alors que Philippe s'absente d'une émission sans prévenir suffisamment à l'avance, Thomas le convoque pour s'expliquer. Le ton reste cordial, mais Caverivière en ressort piqué. « On m'a parlé comme un élève. » Cette phrase, confiée à demi-mot en off à des collègues, résume un tournant. L'homme libre qu'il pensait être se retrouve ramené à une hiérarchie implicite. Il y voit une forme de mépris, ou pire, une manière de rappeler qui a le pouvoir. Puis il y a ces types qu'il choisit avec soin dans ses chroniques. François Bayrou, Éric Ciotti par exemple. À première vue, de simples blagues politiques, mais à y regarder de plus près, les mots sont acérés, presque personnels. À propos de Bayrou, il déclare un matin « Seulement 2% des Français voudraient partir en vacances avec lui. Même sa femme a voté non. » Le ton est léger, mais le message est dur. Impopularité, froideur, solitude. Sur Ciotti, la pique est plus directe, presque violente. Avec lui, l'extrême devient banal. Derrière l'humour, une conviction, ces figures ne méritent ni respect ni indulgence. C'est sa façon à lui de ne pas pardonner une politique qu'il juge dangereuse, hypocrite, parfois même inhumaine. Enfin, il y a ces invités de plateau trop sérieux, trop pompeux, trop pleins d'eux-mêmes. Il les supporte très mal, il ne le cache pas.
Un jour, après d'un essayiste évoque sur le plateau que Dieu préfère les nationalistes aux handicapés, Philippe se fige. Hors antenne, il souffle à Lia Salamé « Et moi qui pensais que les sketchs de Dieudonné étaient dépassés ». Cette ironie glaciale marque une ligne rouge. Il déteste le spectacle de la démagogie, le théâtre du mépris, les discours qui blessent sous cave de pignon. Ces tensions, ces ruptures, ces désaccords, Philippe Caverivière ne les hurle pas. Il les chronique, les découpe, les glisse dans un rire qui pique. Il pardonne rarement et il n'oublie jamais. Les mois passent et derrière les sourires d'antenne, la tension devient palpable. Philippe Caverivière, désormais bien installé dans le paysage médiatique, n'est plus un simple chroniqueur amusant. Il est devenu, sans l'avoir cherché, un aiguillon de vérité, parfois douloureuse, dans un milieu souvent corseté par la langue de bois. Ce rôle, il l'endosse sans arrogance, mais avec une lucidité qui déstabilise. Et cela se ressent dans les rapports qu'il entretient avec ses collègues, ses supérieurs, ses contradicteurs. Laurent Ruquier, par exemple, ne réagira jamais publiquement aux allusions de Caverivière sur leur mésentente. Mais, dans les coulisses de France Télévisions, les échos se multiplient. Philippe aurait été blessé par l'absence de remerciements à la fin de « On est en direct ». Un proche confiera « Il ne cherche pas qu'on lui dise bravo, mais il déteste qu'on fasse comme s'il n'avait jamais été là ». Cette forme d'invisibilisation qu'il a connue toute sa vie avant la reconnaissance tardive ravive une blessure profonde. Le silence de Ruquier devient alors plus insupportable qu'un affront verbal. Avec Christophe Deschavannes, les choses se corsent davantage. Sur le plateau de Quelle année, les piques entre les deux hommes ne sont plus que de simples vannes. Lors d'un direct, Deschavannes coupe Philippe à mi-phrase. « Tu veux que je t'explique ce qu'est l'audimat ?» Le public rit jaune. Philippe, lui, esquisse un sourire forcé. En régie, les producteurs s'inquiètent. La direction appose une réunion de réconciliation, mais ce qui devait aplanir les tensions vire au malaise. Philippe sort de la salle, livide. Plus tard, à l'antenne, il déclare à demi-mot « Certains parlent beaucoup mais n'écoutent jamais ». Une phrase lourde de sens qui glace le plateau. Thomas Soto, de son côté, tente un rapprochement. Il invite Philippe à déjeuner dans l'espoir d'apaiser leur malaise latent. La rencontre est cordiale mais tendue. Philippe confiera à un collègue de RTL « Il voulait me rassurer, mais c'est moi qui ai passé l'heure à sourire pour ne pas l'agacer ». Depuis ce jour, les deux hommes ne se sont plus vraiment revus. Une distance polie mais définitive. Dans ses chroniques, l'évolution est claire. Le ton est plus direct, les attaques plus ciblées. Sur Éric Ciotti, il lance « À force de se regarder dans le miroir, il a oublié qu'il représentait des gens ». Une phrase qui fait le tour des réseaux. Ciotti, habituellement prompt à réagir, garde le silence, mais des soutiens politiques dénoncent une dérive idéologique. Philippe n'en a cure, il poursuit, sans concession. Même sur le plateau de Quelle année, son terrain d'expression le plus libre, l'ambiance change. Certains invités demandent à ne pas être croqués par Caverivière. D'autres refusent de participer aux émissions où il intervient. Lui, fidèle à lui-même, ne se plie pas. Lors d'une émission, après une envolée particulièrement sérieuse d'un philosophe médiatique, Philippe murmure « On dirait une conférence de presse de Vladimir Poutine ». L'animateur tente de détourner le malaise, mais le public éclate de rire. C'est le style Caverivière, inattendu, irrévérentiel, mais terriblement efficace. Pourtant, derrière cette assurance en surface, les amis proches évoquent une fatigue intérieure. L'humoriste ne dort pas, s'isole davantage. Il doute. Un soir, lors d'un enregistrement, il avoue à voix basse « J'ai attendu des excuses pendant toutes ces années, mais elles ne viendront jamais. » Une phrase qui dit tout. L'enfant blessé n'a jamais disparu. Il vit encore en lui, à travers chaque mot qu'il prononce à la radio ou à la télévision. Et ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une histoire de fidélité, de loyauté, de blessures non pensées, de ceux qui l'ont ignoré, utilisé ou rabaissé, et qu'il ne pourra jamais absoudre. Contre toute attente, c'est en 2024, au cœur d'une séquence imprévue, que quelque chose se fissure dans l'armure. Ce soir-là, Philippe Caverivière est invité dans une émission spéciale hommage à la télévision française. Autour de la table, plusieurs visages familiers, dont Michel Drucker, Léa Salamé et Laurent Ruquier. Les producteurs n'ont rien dit, ils ont gardé la surprise. L'ambiance est tendue, l'atmosphère électrique. Durant l'échange,
Ruquier prend la parole pour évoquer les années passées avec ses chroniqueurs. Puis, il se tourne vers Philippe et dit simplement « Tu m'as beaucoup manqué. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Un silence glacé s'installe. Caverivière baisse les yeux et, pour la première fois en direct, il laisse tomber l'ironie. « Moi aussi », murmure-t-il, la voix étranglée. Le public retient son souffle. Ce moment, capturé sans préparation, devient viral. Sur les réseaux sociaux, on parle de réconciliation historique. Certains y voient une mise en scène, d'autres y perçoivent enfin l'humanité de celui qu'on pensait imperméable. Quelques semaines plus tard, un événement intime confirme ce basculement. Lors d'un gala organisé par l'association Léo, Thomas Soto et Christophe de Chavannes sont présents. Philippe prononce un discours émouvant, dédié aux enfants malades, mais surtout à sa sœur disparue. En descendant de scène, il aperçoit de Chavannes dans un coin, les yeux rougis. Il se serre la main longuement, rien n'est dit, mais tout est pardonné. Avec Soto, les choses sont plus lentes. Mais Philippe, dans une interview, lâche une phrase étonnante. « J'ai longtemps cru qu'on m'imposait des limites. Aujourd'hui, je comprends qu'on essayait juste de m'aider à les dépasser. Une manière élégante de refermer un chapitre sans se renier. Ce qui aurait pu rester des rancunes figées s'est transformé, lentement, en reconnaissance silencieuse. Les excuses ne sont pas toujours dites, mais parfois un regard suffit, une main sur l'épaule, un mot retenu, une absence comblée. Après tout, chers téléspectateurs, que reste-t-il, sinon la mémoire des instants qu'on n'a pas osé vivre plus tôt ? Mesdames, messieurs, il est des blessures qui ne saignent plus, mais qui continuent de faire mal. Philippe Caverivière a bâti sa carrière sur l'humour, mais derrière chaque éclat de rire, il y a une histoire qu'on ne raconte jamais vraiment. Celle d'un enfant qui a perdu sa sœur, d'un homme qui a cru aux mots et s'est parfois heurté au silence. Celle d'un humoriste qui a appris à manier l'ironie comme un bouclier contre l'indifférence, contre le mépris, contre la douleur. Aujourd'hui, il n'a pas oublié. Peut-être n'a-t-il pas entièrement pardonné, mais il avance, plus libre, plus apaisé. Ses mots, toujours acérés, sont désormais portés par une forme de tendresse inattendue. Il sait que la vie est courte et que les rancunes trop longues finissent par étouffer ceux qui les portent. Alors, chers téléspectateurs, à l'heure où les projecteurs s'éteignent et où les coulisses reprennent leurs droits, une question demeure. Faut-il absolument pardonner pour continuer à aimer ? Ou bien peut-on aimer tout en n'oubliant jamais ?